Majid Cherchi, merci à Flavie Flamand. C'était la semaine dernière. Alors, aujourd'hui, qui est là? Vous allez vous présenter, s'il vous plaît. Quelle est votre profession? Actrice, chanteuse, Votre situation familiale? mariée sans enfant. Est-ce que vous avez une obsession dans la vie? J'en ai beaucoup, Laquelle? multiples. Et une devise? Ne te connais pas toi-même. Votre prénom et votre nom, s'il vous plaît. Je me retourne. Oui, Ariel Dombal. c'est elle, Ariel Dombal. Merci d'être là, Ariel. On va parler de votre nouvel album qui est sorti il y a un mois avec Nicolas Kerr. Et puis, on va parler de vous, surtout. Bonjour. Bonjour. Combien de temps vous mettez pour vous apprêter chaque matin? Ça dépend. Ça dépend parce que il y a toujours l'interrogation face à une armoire et on se dit oh et puis rien ne va jamais. Alors finalement je porte pratiquement toujours les mêmes vêtements alors que j'en ai beaucoup. Là, on pourrait dire que c'est votre bleu de travail, votre tenue de scène. Non, non plus. C'est une chose qui me semble un peu anonyme et qui correspond à la saison. Anonyme, avec cette grande croix. Ah, la croix, évidemment, est quelque chose qui, elle, n'est pas du tout anonyme. Ça, je la porte depuis... J'ai toujours porté des croix, mais celle-ci, je la porte vraiment beaucoup depuis, depuis 3-4 mois. Est-ce que c'est pas un signe? Un Ah. signe évidemment très apparenté à une religion. Aujourd'hui, tous les signes extérieurs sont très sensibles. Oui. Est-ce que vous vous êtes posé la question? Mais oui, figurez-vous, je lisais même ce matin dans le journal les choses qu'on avait le droit de porter, ne pas porter, dire, ne pas dire, à l'intérieur des entreprises. Et des écoles? Et des écoles à propos des religions. On n'a pas le droit d'être trop ostensiblement. Mais là, vous l'êtes, vous. Là, oui. Est-ce que, Ariel, vous avez aimé le statut d'enfant? J'ai adoré le statut d'enfant. Je pense que j'ai eu l'enfance la plus étonnante qu'on puisse imaginer. Mais est-ce que vous aviez conscience que vous étiez dans un milieu privilégié? Oh oui, je l'ai eu très 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 vite, cette conscience-là, parce que j'étais dans un pays extraordinairement pauvre. Et donc je me suis aperçue que quelquefois, je me rappelle que la première fois, j'étais dans une voiture et j'étais avec un chauffeur et j'allais à l'école. Et à un feu rouge, tout à coup, j'ai vu des petits yeux qui étaient à mon hauteur de la vitre de la voiture. Et c'était un vendeur de chewing-gum, mais qui devait avoir 6 ans, 7 ans, à peu près mon âge, et qui lui vendait des chewing-gums de l'autre côté. Et voilà, les enfants travaillent au Mexique, comme dans les pays pauvres, les enfants Et travaillent. qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là? Je me suis dit... Je suis vernie? Non, je me suis dit déjà, j'en avais la conscience même avant cela. Je me suis dit, il y a des gens très pauvres, des enfants comme moi, mais qui sont de l'autre côté de la barrière. Et de toute façon, je vais aller jouer de l'autre côté de la barrière. Et c'est ce que j'ai fait. Parce que mes amis ont été des amis des rues, très vite. Ariel, est-ce que vous étiez une petite fille complexée ou est-ce que vous étiez plutôt bien, en harmonie avec vous-même? Non, non, je n'étais pas complexée. Je me suis tout de suite très vite sentie étrangère, ça oui. Étrangère parce que j'étais dans un pays, ça a l'air absurde, mais pourtant c'est un sentiment que j'ai eu très vite parce que j'étais très blonde, j'étais presque albinos, blond très très clair avec des longs cheveux. Et très souvent les enfants me tapaient sur la tête parce qu'ils trouvaient que c'était étrange. Voilà. Et se distinguer des autres, on en souffre? Être différente? C'est-à-dire que quand on vous le répète beaucoup et quand on vous le fait sentir tout le temps, oui, peut-être. Parce que vous savez, les enfants, pratiquement tous les enfants veulent toujours se dire « je suis comme les autres enfants, je fais partie de vous, je ne suis pas étrangère, je suis pareille ». Et évidemment, on n'a pas du tout envie d'être le bouc émissaire, même si c'est un bouc émissaire qui éblouit ou qui intimide. On n'a pas envie.
Est-ce que vous aviez connaissance de l'état de santé de votre mère? Non. Non, parce que ça, c'est des choses... et je pense que maintenant... C'est un secret? C'était un secret de famille? Oui, oui, tout à fait un secret. Oui, oui. Mais les enfants devinent les choses. D'ailleurs, c'est ça le propre de l'enfance. C'est tout de même de sentir des choses, d'observer des choses comme les animaux. Instinctif. Oui, on sent les choses, on comprend les choses. Sans les savoir, on les sait. Qu'est-ce qui l'a rongé, votre maman? Oh, c'est très complexe. Je ne sais pas, parce que comme sa vie a été très courte et que je n'ai jamais pu aborder avec elle. Vous aviez 11 ans lorsqu'elle Oui, est quand elle est partie. Donc, mais je l'ai vue beaucoup pleurer et je l'ai vue très amoureuse et très malheureuse. de votre père? Oui, mais je ne savais pas très bien pourquoi ni comment. Mais petit à petit, j'ai construit toute une chose de raison de ses pleurs. Mais comme elle jouait de la guitare et qu'elle chantait, elle faisait semblant souvent qu'elle pleurait à cause de la musique. Est-ce que ça a influencé votre relation aux hommes? Oh, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça a influencé énormément, bien entendu. Comment? Eh bien, comment de plusieurs manières. Probablement le fait aussi que chez les femmes, déjà, je suis toujours attirée par les femmes en me disant, mais quel genre de mère est-ce que, même les femmes plus jeunes que moi, quel genre de mère est-ce que ce serait? Et ça me donne envie de pleurer. Mais par rapport aux hommes? Et par rapport aux hommes, l'idée sans doute d'être irrésistible pour toujours. C'est difficile. C'est un boulot à temps complet. Ben voilà, c'est comme une sorte de... Voilà. C'est... De don? De don de soi? Bon, oui, probablement de don. C'est certain qu'il y a quelque chose qui est vrai, c'est que dans les rapports, il y a toujours une forme de réciprocité, toujours. Et il faut simplement deviner ce que l'autre attend. C'est très obscur ce que l'autre attend de vous. Et ce que vous attendez de lui, c'est aussi très obscur, parce que c'est l'énigme par excellence, la relation amoureuse. Qu'est-ce que c'est une bonne mère? Une bonne mère, c'est une mère qui ne meurt pas, déjà. Immortelle. Oui. Vous ne l'avez pas été par choix? Vous voulez dire... ah oui, que je ne suis pas mère moi-même? Ah, oui, Par oui. choix. Oui, oui. Vous le dites toujours, hein? Oui, 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 oui. Vous avez été jugée par la société pour ça? Oh, il y a toujours une très grande pression pour les femmes en général, mais pour le conformisme en général. Je ne dirais pas qu'avoir des enfants, c'est une chose conformiste, mais enfin, c'est répondre à la grande voix de la nature qui dit « reproduis-toi et meurs ». Parce que ce qui est important, ce n'est pas toi, mais l'espèce. Et donc, les femmes peuvent être emportées là-dedans, presque sans réflexion, comme une sorte de force qui les mène là, sans qu'elles se posent même la question. C'est comme quelque chose d'évident. Et je pense que c'est une des très grandes forces du monde, que l'idée de se reproduire. C'est même y résister est difficile. Dites-moi ce que vous pensez de la petite jeune fille que vous allez voir. C'est votre première télévision. On est en 1976. Vous êtes l'invitée d'une grande féministe qui est Louise Weiss, qui était l'amie de votre grand-mère. Regardez. Ah non, j'ai honte de voir ça. Le frode, le affani, non hanno più cuore. C'est un truc comme ça. Mais pourquoi avoir honte? Vittoria, mais parce que c'est... Qu'est-ce que vous lui dites à cette jeune fille? Eh bien, c'était la première fois où j'étais filmée et il y avait cette extraordinaire féministe, Louise Weiss, qui était l'amie de Lénine et qui a permis le droit de vote
France, France, et qui était une femme extraordinaire. Et j'étais intimidée parce qu'elle avait dit « je vais inviter la jeunesse ». Et je n'avais pas encore été actrice, je venais d'arriver en France. J'étais en terminale d'ailleurs. Vous aviez 18 ans. Voilà. Et alors, voilà, elle m'a dit chanter, il y a la télévision, et donc voilà comment ça s'est fait. Et je me rappelle que je me disais, mais une femme tellement extraordinaire qui a permis le droit de vote en France. Et elle avait répondu, vous savez, je suis très bien en ma propre compagnie, que je trouve excellente. Elle avait dit ça, et j'étais restée médusée en me disant, mais comment est-ce qu'on peut dire une affirmation aussi belle, mais aussi ma propre compagnie que je trouve excellente? Elle se contentait d'elle-même. Oui, elle était une femme étonnante. C'était une passionnariat. Quelqu'un de très important. Tout à l'heure, on recevra dans le cadre de l'émission Leïla Slimani. Elle vient de recevoir le prix Goncourt pour son deuxième roman, Chanson douce. Je sais que vous l'avez lu, nous l'avons lu. On l'évoquera avec elle. C'est un livre très, très dense, une sorte de thriller psychologique. On vous en dit plus. Mais auparavant, Ariel, on va revenir un peu en arrière avec des images d'archives encore et encore, grâce à Alexandra Garde. La phrase qui guide votre vie. Ne te connais pas toi-même. Et oui, Ariel est insaisissable comme un souffle du soir, comme le héros de La Tempête de Shakespeare. On ne sait jamais où elle va ni où elle s'arrêtera. Une seule certitude, ses initiales lui vont à ravir, d'emballe comme une explosion de dés, déjantée, délurée, débridée, désinhibée, décomplexée, dévergondée, tout simplement décalée. Mais elle est d'abord tellement distinguée, Ariel. C'est notre seule invitée qui arrive en robe fourreau. Bonjour. Bonjour. Au petit déjeuner, et qui se laisse guider en reportage les yeux bandés. Oui. Un brin décalé, Ariel. Et oui, on peut débuter sérieusement chez Romer La demoiselle vient, qui de lui grande joie démène. et enchaîner joyeusement avec 2 flics à Miami. Ça ne vous dérange pas? Je brûle partout. Mix et sans scrupules, cinéma d'auteur, Polanski, Raoul Ruiz, Rob Grillet et grosse comédie populaire. Elle est comme ça, Ariel, débridée. Tantôt en porte-jartel au Crazy Horse, tantôt en porte-parole de la musique sacrée. À la fois icône d'un romantisme sexy et d'un mysticisme un peu fou. Je crois à la Vierge Marie et je crois à l'au-delà. Décomplexée, Ariel n'a peur de rien et passe d'un style à l'autre avec une vraie liberté. Elle peut réinterpréter des tubes latinos, des duos de rap, et même se lancer dans l'électropop. Tu préfères la cravache? Jamais démodée, Ariel n'a qu'une obsession. Il faut s'étonner soi-même. À cette déjantée et dévergondée, elle incarne à merveille les héroïnes de Music Hall de Jérôme Savary. Difficile donc de la démasquer. Elle célèbre même la Française des Jeux. J'aurais gagné. Elle est ainsi, Ariel, une muse qui mue quand ça l'amuse. Est-ce qu'il n'y a pas une part de légende, Ariel, que vous avez construite? Ben, je ne sais pas ce que j'ai construit parce qu'en fait, j'ai déconstruit surtout. Mais il y a une place au jeu, non, dans votre vie? Ah oui, oui, certainement, certainement. Et puis, je me suis permis de jouer tout ce que je voulais, ce qui est audacieux. Quelle est la critique qui vous a le plus blessé jusque-là? Je me rappelle, pour Pauline à la plage, c'est une des premières critiques que j'ai lues. Le journaliste avait dit « Elle n'a rien au-dessus du bikini ». Élégant. Est-ce que vous avez toujours été à l'abri matériellement? Non, 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 parce que à un moment donné, je me suis mis dans une configuration où je devais énormément d'argent à beaucoup de gens Dans le cadre de votre métier d'artiste? J'avais des dettes énormes, 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 et je suis presque allée en prison à cause de ça. Mais ce n'était pas de mon fait. Il y a combien de parce temps? que c'est il y a longtemps. C'est parce que j'aimais quelqu'un qui était très, 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 très pauvre et qui m'a ruinée. Voilà. Et qui dépensait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, et qui a ruiné aussi ma grand-mère et moi. Mais voilà, c'est comme ça.
Est-ce que vous vous sentez tout de même très décalé vis-à-vis des autres, vis-à-vis d'autres catégories socio-professionnelles qui vivent éventuellement dans la précarité ou très modestement? Non, 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 je ne me sens pas du tout décalée. Non. Vous voulez dire les fonctions sociales des uns et des autres? Non, non. Je sais pas, peut-être que les gens me voient décalée, mais moi je ne me sens pas du tout Et décalée. vous avez une telle sophistication Oui, qu'on peut penser oui. que vous êtes éloigné en fait de la vie au quotidien des gens. Non, 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 je crois pas, je crois pas. Mais qu'est-ce que c'est que la vie au quotidien? C'est vrai qu'il y a des choses du quotidien que je ne fais pas parce que je suis trop occupée à faire autre chose. C'est quand même un choix. La dernière fois, vous êtes allé dans un supermarché avec un caddie. Vous le faites pas. Non, non. Vous le faites pas parce que vous craignez. Non, non, ça qu'on- m'amuserait beaucoup, qu'on vous mais reconnaisse ou- non, 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 ça s'est pas trouvé, quoi, mettons. Un gros caddie. Mais si, je l'ai fait un peu au Mexique. Et puis bon, les caddies, si on met des caméras dessus, ça fait des travelling merveilleux. Donc, Ça, c'est la réalisatrice qui parle. oui. Donc, mon prochain caddie, ce sera pour un travelling. Est-ce que vous vous sentez concerné par les inégalités salariales entre hommes et femmes? Bien sûr, et je sais que c'est en ce moment au poste de commande de revendications féministes. Vous Et je savez pense- qu'actuellement, nous travaillons bénévolement, là. C'est vrai, vous, Oui, en ce moment depuis lundi. Ah, depuis lundi. 16h34, Ah non, je ne savais pas. jusqu'à fin décembre. Ah oui, ça bien N'est-ce sûr pas que je le sais. Oui, Toutes les absolument. femmes qui travaillent en France. Toutes les femmes. Mm. C'est-à-dire qu'il y a un décalage incroyable. Et je crois que dans les pays européens, bizarrement, oui, j'ai lu ça, l'Allemagne, étrangement, et la France, où à travail égal, les salaires sont totalement inégaux. Mais bizarrement, la France est classée très très mal. Même la Pologne est mieux classée. Même des pays qui ont enfin accès au capitalisme depuis peu sont mieux placés que nous. Vous seriez prête, vous pourriez être une militante, vous pourriez descendre dans la rue par soutien, par solidarité? Pour la cause féminine, certainement, parce que je suis du côté des femmes et j'aime les femmes et je trouve que leur place est bien difficile. Et encore, nous sommes dans un mouchoir de poche de femmes qui ont le droit à la parole, qui ont une liberté d'entreprendre, de faire ce qu'elles veulent, etc. Mais si on regarde l'état du monde, on est très très peu. Les femmes sont très très minoritaires. Et dans les pays pauvres, moi je me souviens que même au Mexique, dans les années 70, quand on était dans la campagne, l'homme marchait et il était sur l'âne et la femme marchait derrière avec les enfants.